Le tissu noir claque comme une gifle dans l'air salé. On l'imagine tout de suite, ce pavillon. Un crâne blanchi, deux lames croisées, la promesse muette d'une violence rapide et d'un choix simple, obéir ou mourir. Sauf qu'avant d'être une image imprimée sur des t-shirts, avant d'être un symbole universel, ce drapeau n'est qu'un morceau d'étoffe, cousu à la hâte, trempé d'embrun, hissé sur un mât qui grince, et derrière, pas un empereur des mers, un homme de second rang, un capitaine qui ne règne que sur une poignée d'affamés, dans un monde où la piraterie est déjà en train de se refermer comme un piège. John Rackham naît à la fin de l'année 1682, le 26 décembre, quelque part dans l'Angleterre qui regarde l'Atlantique comme une promesse et comme une menace. Les origines exactes se perdent dans les trous de la paperasse, dans les registres incomplets, dans l'indifférence des administrations. Pour les garçons qui ne sont ni nobles ni riches, ce flou n'est pas un détail, il dit quelque chose de l'époque. Des milliers d'hommes traversent la vie sans laisser autre chose qu'un nom mal orthographié sur une liste d'équipage, une signature, tremblée au bas d'un contrat ou une mention sèche dans un procès-verbal. Rackham vient de là, d'un monde où l'on n'existe vraiment que si l'on sert, si l'on combat, si l'on vole, ou si l'on meurt de façon suffisamment spectaculaire pour qu'un greffier prenne la peine d'écrire. On l'appellera Calico Jack. Calico, la toile de coton imprimée, bon marché, colorée, venue des circuits commerciaux qui relient l'Inde, l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Un tissu de marché, pas un velours de cour. Un tissu de marins, de boutiquiers, de gens qui veulent un peu de couleur dans une vie de corde et de goudron. Le surnom suggère un goût pour l'apparence, pour la mise, pour le signe extérieur. Dans un univers où tout le monde porte du grossier, du rapiécé, du sali par le sel, se distinguer par un vêtement, c'est déjà une déclaration. Ce n'est pas encore un drapeau, mais c'est la même logique. Être vu, être reconnu. Faire en sorte que, quand on prononce votre nom dans une taverne de Nassau ou sur un quai de Port-Royal, quelqu'un lève la tête. Le décor, lui, est immense et brutal. L'Atlantique du début du XVIIIe siècle n'est pas une carte postale. C'est une autoroute de bois et de toile, où circulent le sucre, le rhum, le tabac, l'indigo, le cacao, les armes, les tissus et des êtres humains arrachés à l'Afrique et vendus comme marchandises. Les navires marchands sont des coffres-forts flottants, mais des coffres-forts fragiles, une coque en planche, des voiles qui se déchirent, des cordages qui cassent, des hommes qui tombent malades, des capitaines qui prient pour le vent et pour la chance. La mer, elle, ne négocie pas, elle prend. Dans ce monde, devenir marin n'est pas un rêve romantique, c'est souvent une fuite. Fuite de la faim, des dettes, de la justice, d'un village trop étroit. On signe pour un voyage, on se retrouve à l'autre bout du monde, et on découvre la discipline, coups de corde, rationnement, humiliation, travail sans fin. Le pont est un atelier où l'on répare, où l'on pompe, où l'on gratte le bois, où l'on goudronne, où l'on hisse, où l'on cargue. La nuit, on dort serré, dans l'odeur de sueur et de biscuits moisis. Le jour, on obéit. Et si l'on n'obéit pas, on apprend vite ce que veut dire exemple. La piraterie, dans ce contexte, n'apparaît pas seulement comme un crime, elle apparaît comme une alternative. Une alternative monstrueuse, mais une alternative quand même. Sur un navire pirate, on promet parfois une part du butin, une voix dans certaines décisions, une forme de justice interne, rude, violente mais moins arbitraire que celle de certains capitaines marchands. On promet aussi l'alcool, la revanche, la possibilité de retourner le monde. Ceux qui étaient battus deviennent ceux qui frappent, ceux qui étaient affamés deviennent ceux qui prennent. Mais au moment où Rackham entre dans ce milieu, l'âge d'or est déjà en train de se terminer. C'est là que tout se joue, dans cette sensation de fin de fête. Pendant la guerre de succession d'Espagne, beaucoup de marins ont été corsaires, des pirates légaux, munis de lettres de marque, autorisés à attaquer les ennemis de la couronne. La guerre finit, les lettres expirent, les hommes restent, des hommes habitués à la violence, à la prise, au partage. Et soudain, on leur dit « Rentrez chez vous. Trouvez un travail. Obéissez. » Alors ils continuent, mais sans papier. Ils deviennent pirates. Les Bahamas, et surtout Nassau, deviennent un aimant. Un port mal tenu, une ville de bois et de poussière, de tavernes et de quais branlants, où l'autorité est faible et la tentation immense. Nassau, c'est un carrefour. Les routes maritimes passent à proximité. Les îles offrent des criques, des caches, des eaux peu profondes où les gros navires de guerre hésitent à s'aventurer. Et surtout, Nassau devient une sorte de république de fait, un endroit où les pirates se rassemblent, se réparent, se vendent du butin, recrutent, boivent, se battent, jurent et recommencent. On y croise des noms qui, eux, ont déjà une aura, Charles Vane, Benjamin Hornigold, et bientôt Bartholomew Roberts, Edward Teach, Blackbeard.
Des hommes qui commandent, qui terrorisent, qui négocient parfois avec les gouverneurs, qui jouent avec les frontières entre guerre, commerce et banditisme. Rackham au début n'est pas de cette taille-là. Il est un homme parmi d'autres. Un marin compétent, probablement, assez pour tenir sa place. Un homme qui observe, qui apprend, qui comprend que dans ce monde, la réputation est une arme aussi réelle qu'un pistolet. 1718, une date qui sonne comme un coup près. Le roi offre une amnistie, une proclamation de pardon destinée à briser la piraterie en la vidant de ses hommes. L'idée est simple. Ceux qui se rendent à temps, qui jurent d'abandonner la mer criminelle, peuvent être graciés. Et derrière la carotte, il y a le bâton. Des gouverneurs plus agressifs, des patrouilles renforcées, des chasseurs de pirates, des procès rapides, des pendaisons publiques. La couronne veut reprendre le contrôle des routes commerciales. Le sucre doit circuler, les assurances doivent baisser, les planteurs doivent dormir. À Nassau, l'amnistie n'est pas une abstraction. Elle arrive avec un homme, Woodes Rogers, nommé gouverneur, ancien corsaire, dur, méthodique, décidé à transformer ce repère en colonie disciplinée. Il débarque avec des soldats, des navires, des ordres. Il apporte la loi, mais aussi une offre. Rendez-vous, et vous pourrez peut-être vivre. Certains pirates acceptent. D'autres hésitent. D'autres rient. Beaucoup jouent double jeu. La piraterie n'est pas seulement un métier, c'est une dépendance. Au risque, à l'argent rapide, à la liberté brutale. Dans cette atmosphère, Rackham apparaît dans les sources comme membre de l'équipage de Charles Vane. Vane, c'est l'intransigeance. Un pirate qui refuse l'amnistie, qui refuse de se soumettre, qui préfère la fuite et le combat à la reddition. Un homme qui inspire autant la peur que l'admiration, mais qui gouverne aussi par la dureté. Et sur un navire pirate, la dureté a ses limites. L'équipage n'est pas une armée régulière. Ce sont des hommes armés, volontaires, qui peuvent se mutiner, voter, changer de capitaine. La démocratie pirate, si on veut l'appeler ainsi, n'est pas un idéal philosophique, c'est un mécanisme de survie. Un capitaine qui mène son monde à la mort perd son poste, parfois sa tête. Rackham sous Vane n'est pas encore le personnage de légende. Il est un officier, un quartier-maître peut-être, un homme de confiance en tout cas, assez proche du centre pour voir comment se prennent les décisions. Il voit les disputes sur la stratégie, attaquer ou éviter, risquer ou préserver. Il voit aussi la transformation du paysage. Les ports deviennent dangereux, les gouverneurs se coordonnent, les navires de guerre patrouillent, la mer se remplit de pièges, et dans les tavernes, on parle de pendaison, on parle de corps laissés à pourrir dans des cages de fer, exposés à l'entrée des ports comme avertissement. La piraterie n'est plus une aventure, c'est une chasse. Il faut imaginer ce que cela signifie concrètement pour un équipage. Un navire pirate n'est pas un monstre invincible. Souvent, c'est une sloop rapide, un petit bâtiment à faible tirant d'eau, parfait pour surprendre un marchand, parfait pour se faufiler entre les îles. Mais face à une frégate armée, face à un navire de guerre bien commandé, c'est une proie. La force des pirates, c'est la vitesse, la surprise, l'intimidation. Le pavillon noir, justement, sert à ça. Faire capituler sans tirer, économiser la poudre, éviter les morts inutiles, prendre vite, partir vite. Et c'est là que le symbole commence à compter autant que le canon. Dans les Caraïbes, les nouvelles voyagent à la vitesse des voiles. Un capitaine qui se fait un nom peut obtenir des redditions plus rapides. Un capitaine inconnu doit prouver, doit risquer, doit se battre. Rackham comprend cela. On le devine dans ce surnom, Calico, dans cette attention à l'image. Il n'a pas la puissance brute d'un Blackbeard, pas la flotte d'un grand chef pirate. Alors il lui faut autre chose, une signature. Mais avant la signature, il y a la boue, il y a la routine. Il y a les jours où l'on ne capture rien, où l'on rationne l'eau, où l'on répare une voile déchirée, où l'on gratte la coque envahie de bernacles. Il y a les disputes pour une part de rhum, les blessures qui s'infectent, les fièvres qui montent. Il y a les cartes imprécises, les récifs, les courants. Il y a la peur, surtout la peur de finir dans un port anglais, menottes au poignet, face à un tribunal qui ne voit pas des aventuriers mais des criminels. Nassau, dans ces années-là, est un théâtre où chacun joue sa survie. Les anciens corsaires se présentent comme des hommes d'honneur. Les pirates se présentent comme des rebelles. Les gouverneurs se présentent comme des restaurateurs d'ordre. Et au milieu, les marchands, les taverniers, les charpentiers de marine, les prostituées, les esclaves, tous ceux qui vivent de ce flux d'argent sale et de marchandises volées. Quand l'amnistie arrive, elle ne menace pas seulement les pirates, elle menace toute une économie parallèle. Alors on murmure, on négocie, on trahit. Rackham, lui, est encore dans l'ombre, mais c'est une ombre qui bouge. Il n'est pas un idéologue, il n'est pas un martyr, il est ambitieux. Et l'ambition, dans la piraterie, est une maladie contagieuse.
On regarde le capitaine, on se dit qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait être plus audacieux, plus chanceux, plus célèbre. On se dit qu'on pourrait choisir de meilleures cibles, qu'on pourrait éviter les erreurs, qu'on pourrait surtout être celui dont on parle. Le monde autour de lui se durcit. La Jamaïque, colonie riche, sucrière, est un centre névralgique. Port-Royal, autrefois repère de flibustiers, est désormais un port surveillé, un endroit où l'on pend. Spanish Town, siège administratif, incarne la loi coloniale. Les autorités jamaïcaines n'ont pas l'intention de laisser des bandes armées perturber le commerce. Les planteurs ont de l'argent et l'argent achète des navires, des hommes, des ordres. Les Bahamas, elles, sont plus fragiles, plus poreuses, mais même là, les taux se resserrent. Dans les récits postérieurs, on aime peindre Nassau comme une utopie pirate, une sorte de démocratie libertaire avant l'heure. La réalité est plus sale, plus instable. C'est une ville où l'on peut être poignardé pour une insulte, où l'on peut mourir de dysenterie, où l'on peut être vendu, dénoncé, abandonné. La liberté y est réelle, mais elle est courte, et elle se paie en vigilance permanente. Les pirates ne sont pas des philosophes. Ce sont des hommes qui ont appris à survivre en groupe, et qui savent que le groupe peut se retourner contre eux. Rackham apprend aussi la mécanique du butin. Ce n'est pas seulement prendre, il faut revendre. Il faut écouler des marchandises volées sans attirer trop d'attention. Il faut des receleurs, des intermédiaires, des ports complaisants. Il faut parfois brûler ce qu'on ne peut pas transporter. Il faut décider quoi faire des prisonniers, les relâcher, les rançonner, les recruter. Chaque choix a un coût. Relâcher, c'est laisser des témoins. Tuer, c'est attirer une vengeance plus féroce. Recruter, c'est intégrer des inconnus armés, potentiellement dangereux. La piraterie est une entreprise, mais une entreprise où la comptabilité se fait avec des couteaux. Et puis il y a la mer elle-même qui impose son rythme, les saisons des ouragans, les vents alizés, les périodes où les convois de sucre partent, où les navires sont chargés, lourds, plus lents. Les pirates connaissent ces cycles. Ils savent où se placer, comme des chasseurs sur un passage de gibier. Mais en 1718-1719, ces passages deviennent surveillés, les marchands s'arment davantage. Ils voyagent en convoi, ils engagent des escortes, la proie devient plus méfiante. Dans ce contexte, servir sous Charles Vane, c'est être au cœur d'une tension permanente, continuer à défier l'Empire ou accepter le pardon et se fondre dans la masse. Vane choisit le défi, il refuse de plier. Il préfère la fuite, même quand la fuite ressemble à une impasse. Et c'est précisément ce genre de choix qui, sur un navire pirate, peut déclencher une rupture, parce que l'équipage, lui, n'est pas forcément prêt à mourir pour l'orgueil d'un capitaine. L'équipage veut vivre, boire, dépenser, revenir, recommencer. La gloire est un luxe, la survie, une nécessité. Rackham observe cette fracture, il la sent. Il sait que l'autorité de Vane n'est pas absolue, il sait que les hommes murmurent, il sait que la peur change de camp. Autrefois, on craignait surtout les navires marchands armés. Désormais, on craint les patrouilles, les gouverneurs, les procès, on craint la corde. Et quand la corde devient plus probable que le coffre de pièces, la loyauté se fissure. Il y a aussi une dimension psychologique, presque théâtrale, dans la piraterie de cette époque. Les pirates jouent avec les signes. Ils portent parfois des vêtements extravagants, des rubans, des chapeaux, des couleurs. Ils jurent, ils boivent, ils se mettent en scène. Ce n'est pas seulement de la vanité. C'est une stratégie, effrayer l'adversaire, impressionner les recrues, maintenir la cohésion. Un navire pirate est une communauté fragile, faite d'hommes qui ont souvent rompu avec la société. Il faut des rituels, des symboles, des histoires. Il faut un récit collectif. Et Rackham, avec son surnom déjà textile, semble comprendre instinctivement cette grammaire. Le pavillon noir, à ce stade, n'est pas encore fixé dans une iconographie unique. Il existe des variantes. Des sabliers, des squelettes, des cœurs saignants, des lances. Le message est toujours le même. La mort, le temps qui s'écoule, la violence inévitable. Mais chaque capitaine cherche sa marque. Comme un marchand cherche son enseigne, comme un imprimeur cherche son emblème. Dans un monde où beaucoup ne savent pas lire, l'image est plus forte que le texte. Un crâne, deux lames, et tout le monde comprend. Rackham n'est pas encore celui à qui l'on attribuera ce dessin précis. Ce crâne au-dessus de deux sabres croisés. L'attribution, plus tard, sera discutée, amplifiée, simplifiée par des récits qui aiment les symboles nets. Mais l'idée qu'un homme comme lui puisse vouloir un signe distinctif, une signature visuelle, colle parfaitement à ce que l'on devine de son tempérament. Il veut exister. Il veut que son passage laisse une trace, même si cette trace est cousue sur un chiffon noir. Pendant ce temps, l'amnistie continue de faire son œuvre. Certains pirates se rendent, obtiennent des papiers, tentent de se recycler.
Ils deviennent pêcheurs, dockers, petits commerçants. Beaucoup échouent. Parce que la société qu'ils ont quittée ne les attend pas avec des bras ouverts. Parce que la tentation du butin reste là, à portée de voile. Parce que l'alcool et la violence ont laissé des habitudes. Et parce que les autorités, même quand elles pardonnent, n'oublient pas. Un ancien pirate reste suspect, un ancien pirate est surveillé. Et parfois, un ancien pirate est simplement trop connu pour disparaître. Nassau, sous Woodes Rogers, se transforme, on répare les fortifications, on impose des règles, on tente de contrôler les tavernes, on traque ceux qui refusent de se soumettre. La ville qui était un refuge devient un piège potentiel. Les pirates qui restent dehors sur l'eau perdent un port sûr. Ils doivent trouver d'autres abris. Des îlots, des baies isolées, des côtes moins surveillées. La logistique devient plus difficile. Réparer un navire sans chantier, c'est un cauchemar. Trouver des vivres sans marché, c'est risquer de se faire repérer. La piraterie devient plus précaire. Et c'est dans cette précarité que Rackham se forme. Pas comme un grand stratège, mais comme un homme qui comprend l'importance du moment. Il n'a pas 20 ans au début de cette période, il en a 35, 36. Un âge où l'on n'est plus un mousse, où l'on a déjà vu des tempêtes, des morts, des trahisons. Un âge où l'on peut encore prendre des risques, mais où l'on sait aussi que le temps se raccourcit. La fenêtre se ferme, les autorités apprennent, les routes se sécurisent, les pendaisons se multiplient, il faut frapper vite ou disparaître. Dans les ports, les rumeurs circulent comme des rats. On parle de pirates capturés, de procès expéditifs, de confessions arrachées. On parle de ceux qui ont accepté le pardon et qui ont été tués quand même, ou de ceux qui ont été pardonnés et qui ont replongé. On parle de gouverneurs qui veulent faire des exemples. On parle de chasseurs de primes. On parle de navires envoyés spécialement pour nettoyer les eaux. Chaque rumeur est une lame de plus dans l'air. Sur un navire comme celui de Vane, ces rumeurs ne sont pas des histoires de taverne. Elles influencent les décisions, elles alimentent les disputes. Elles font monter la tension entre ceux qui veulent tenter un coup audacieux et ceux qui veulent éviter tout affrontement avec un navire de guerre. Et Rackham, dans ce tumulte, n'est pas un simple spectateur. Il est un homme qui se place, qui attend le moment où l'autorité vacille. Il y a quelque chose de profondément moderne dans cette piraterie-là, la conscience de l'image. Les pirates savent que leur force dépend de ce que les autres croient. Un pavillon noir peut faire capituler un navire sans combat, un nom peut ouvrir des portes ou les fermer. Une réputation peut attirer des recrues ou provoquer une chasse plus féroce. C'est un équilibre instable. Plus on est célèbre, plus on est dangereux, mais plus on est traqué. Rackham, qui n'a pas la puissance d'un grand capitaine, a tout intérêt à jouer sur le symbole, à se fabriquer une aura sans avoir les moyens de la soutenir longtemps. C'est un pari. Et le pari se prépare dans l'ombre, dans les détails, dans la manière de parler aux hommes, dans la manière de se tenir sur le pont, dans la manière de distribuer une part de butin, de punir un vol interne, de calmer une dispute. Un capitaine pirate n'est pas seulement un combattant, c'est un gestionnaire de violence. Il doit maintenir la cohésion d'un groupe armé, souvent ivre, souvent traumatisé, toujours tenté par la mutinerie. Il doit être assez dur pour être craint, assez généreux pour être suivi, assez chanceux pour être respecté. La chance surtout est une monnaie. Un capitaine malchanceux est un capitaine mort. Rackham, à ce stade, n'a pas encore prouvé sa chance. Il n'a pas encore son propre navire, son propre pavillon, son propre récit. Il est un homme qui veut monter. Et la piraterie, paradoxalement, offre cette possibilité. On peut être élu capitaine. On peut renverser un chef. On peut, en une nuit, passer de l'ombre à la lumière. Mais cette lumière brûle. Elle attire les balles, les cordes, les juges. Le monde colonial, lui, ne voit pas ces nuances. Pour les autorités, un pirate est un pirate. Un ennemi du commerce, un perturbateur de l'ordre, un criminel à éliminer. Les proclamations, les amnisties, les procès, tout cela vise à rétablir une hiérarchie claire. La mer appartient aux empires, pas aux bandes. Les pirates, eux, vivent dans les interstices, dans les zones grises, dans les moments où l'État est loin. Mais l'État se rapproche. Il envoie des hommes, il envoie des navires, il envoie des gouverneurs qui ne veulent pas négocier. Et pourtant, malgré cette pression, malgré cette fin de cycle, la piraterie continue d'attirer, parce qu'elle promet l'impossible, une ascension sociale instantanée. Un marin pauvre peut, en capturant un seul navire bien chargé, obtenir plus d'argent qu'en 10 ans de travail légal. Il peut acheter des vêtements, des armes, du rhum, des femmes, une chambre, une illusion de pouvoir. Il peut, pendant quelques semaines, vivre comme un seigneur, et pour beaucoup, quelques semaines suffisent. Rackham est de ceux qui veulent ces semaines, mais il veut aussi autre chose. Il veut que ces semaines soient racontées. Il veut que son nom survive à la gueule de bois. Il veut que, même si la fenêtre se ferme, on se souvienne qu'il a existé.
C'est là que le pavillon noir, ce tissu qui claque, devient plus qu'un outil d'intimidation. Il devient une promesse de postérité. Dans les années 1718-1719, les Bahamas et la Jamaïque sont comme deux pôles d'un même champ magnétique. Nassau attire les pirates, Port-Royal attire les pendaisons. Entre les deux, des îles, des passages, des bancs de sable, des routes commerciales. Les sloops filent bas sur l'eau, rapides, nerveux. Les navires marchands avancent plus lourdement, chargés, vulnérables. Les navires de guerre patrouillent, cherchant des silhouettes suspectes, des pavillons, des comportements. La mer est un échiquier, mais un échiquier où les pièces peuvent couler. Rackham, encore sous Vane, navigue dans ce monde où chaque décision peut être la dernière. Il apprend à lire l'horizon, à reconnaître un navire à sa voilure, à estimer une distance, un vent, un courant, à comprendre quand un marchand bluffe, quand il est armé, quand il est prêt à se rendre. Il apprend aussi la psychologie de la peur. Comment un pavillon hissé au bon moment peut faire tomber les armes? Comment un coup de canon tiré à blanc peut suffire? Comment une réputation peut précéder le navire comme une ombre? Mais il apprend surtout que la piraterie n'est pas un long roman, c'est une série de moments courts, violents, décisifs. Une attaque, une fuite, une réparation, une beuverie, une dispute, un vote, un changement de cap. Et dans cette série, il y a des hommes qui disparaissent sans trace, avalés par la mer ou par la justice. Si Rackham veut devenir quelqu'un, il doit saisir un de ces moments. Il doit être là quand le capitaine hésite, quand l'équipage doute, quand la peur change de camp. Le surnom Calico Jack flotte déjà autour de lui comme un morceau de tissu coloré dans un monde de goudron. On ne sait pas exactement quand il s'impose, ni qui le prononce le premier. Peut-être un compagnon moqueur, peut-être un tavernier, peut-être lui-même qui laisse faire, qui encourage. Les surnoms dans la piraterie sont des armes. Ils protègent parfois l'identité, mais ils construisent surtout une persona. Blackbeard, Calico Jack. Des noms qui sonnent, qui se retiennent, qui se racontent. Un homme sans surnom est un homme interchangeable. Un homme avec un surnom commence à exister, et c'est ainsi que Rackham entre dans l'histoire. Pas par une grande bataille, pas par un trésor fabuleux, mais par une combinaison de circonstances et de signes, une époque qui fabrique des mythes parce qu'elle a besoin de figures, des autorités qui veulent des monstres à pendre pour effrayer, des imprimeurs et des chroniqueurs qui veulent des histoires à vendre, des marins qui veulent des noms à craindre, et un homme, au milieu, qui comprend que la mer ne donne rien gratuitement, mais qu'elle offre parfois une chose rare, la possibilité de se réinventer. La fin de 1718 approche, et avec elle, la tension sur le navire de Vane devient presque palpable. Les hommes ne sont pas des saints. Ils sont fatigués, ils sont nerveux, ils sentent que les ports se ferment, ils sentent que les patrouilles se rapprochent, ils sentent que l'amnistie a divisé le monde pirate. Certains ont choisi la reddition, d'autres la fuite, et ceux qui restent doivent être plus rapides, plus prudents, plus impitoyables. Dans ce climat, un capitaine qui refuse de prendre un risque peut être vu comme un lâche. Un capitaine qui prend trop de risques peut être vu comme un suicidaire. Il faut marcher sur une corde raide, au-dessus d'une mer pleine de requins. Rackham, lui, marche déjà, sans qu'on le voie encore clairement. Il écoute, il parle. Il se place du côté des hommes qui veulent une autre direction, ou du moins il laisse entendre qu'il pourrait offrir une autre direction. Il n'a pas besoin de promettre un paradis. Il suffit de promettre une chance de butin, une chance de survie, une chance de ne pas finir pendu pour l'orgueil d'un autre. Le pavillon noir continue de claquer dans l'imaginaire, même quand il n'est pas hissé. Il est dans les conversations, dans les cauchemars des capitaines marchands, dans les sermons des pasteurs, dans les ordres des gouverneurs. Il est devenu un langage. Et Rackham, avant même d'avoir son propre drapeau, comprend ce langage. Il sait que la piraterie est une guerre de nerfs autant qu'une guerre de canons. Il sait que l'on peut gagner sans tirer, si l'on fait croire qu'on tirera. Il sait que l'on peut être plus grand que son navire, si l'on est plus grand dans la tête des autres. C'est peut-être cela, au fond, qui le distingue dès le départ. Pas la force, pas la discipline, pas le génie tactique, le désir d'être un signe, un nom, une image. Dans un monde où tant d'hommes meurent anonymes, il veut que quelque chose reste, même si ce quelque chose n'est qu'un crâne peint sur du tissu, battu par le vent au-dessus d'une mer qui, elle, n'a de mémoire pour personne. La mer, ce jour-là, n'a pas la couleur des gravures héroïques. Elle est d'un bleu sale, strié de reflets métalliques, avec des moutons blancs qui se forment et se défont comme des pensées mauvaises. Le vent vient par rafales, assez fort pour faire chanter les haubans, assez capricieux pour rendre chaque manœuvre nerveuse. Sur le pont, les hommes ont les yeux plissés, la peau brûlée par le sel, les lèvres fendillées. On vit dans une humidité qui colle aux chemises, qui ronge le cuir, qui fait gonfler le bois.
On vit aussi dans une impatience qui colle pareil, parce qu'un navire pirate, même rapide, même insolent, n'est jamais vraiment à l'aise. Il doit toujours être prêt à fuir, toujours prêt à frapper, toujours prêt à changer de plan. Et quand le capitaine, au lieu de frapper, choisit de fuir, il ne fuit pas seulement un ennemi, il fuit aussi le jugement de ses propres hommes. Charles Vane commande. Vane, c'est la mâchoire serrée, le refus de plier, l'orgueil qui tient lieu de boussole. Il a cette réputation de dur, de jusqu'au boutiste, d'homme qui préfère brûler plutôt que céder. Dans un monde où l'amnistie royale a commencé à vider Nassau de ses plus prudents, où Woodes Rogers a ramené la loi comme on ramène une chaîne, Van incarne la résistance. Et cette résistance a un prix payé en nuit sans port, en vivres rationnés, en eau saumâtre, en réparation faite à la hâte dans une crique, à la lumière tremblante des lanternes. Sur un navire pirate, la discipline n'est pas celle de la Royal Navy. On n'y obéit pas parce qu'un règlement l'exige, on obéit parce que l'on croit que celui qui commande vous mènera vers le butin et loin de la corde. C'est un contrat tacite, brutal, constamment renégocié. Le capitaine est fort tant qu'il est utile. Le jour où il devient un danger, il devient remplaçable. Et ce jour-là, il arrive souvent sans fanfare. Il arrive au détour d'une voile aperçue à l'horizon. On imagine la scène comme un tableau. Une silhouette qui grossit, une coque plus haute, une voilure plus lourde, la promesse de canon, aligné derrière des sabords, un navire de guerre, ou quelque chose qui y ressemble assez pour que l'erreur soit mortelle. Les pirates savent lire ces signes. La coupe des voiles, la manière dont le bâtiment tient le vent, la discipline visible dans les manœuvres. Un marchand armé peut faire illusion, mais un vrai navire de guerre a une façon de se déplacer qui dit « Je suis fait pour tuer ». Van Avoit, Van Calcule. Et Vane, fidèle à son instinct de survie ou à sa prudence, selon le camp où l'on se place, choisit de ne pas engager. Il préfère la fuite. Il préfère préserver son navire, ses hommes, sa liberté. Sur le papier, c'est raisonnable. Dans la tête de l'équipage, c'est une humiliation. Parce que la piraterie, surtout à la fin de l'âge d'or, est une économie de la peur. On vit de ce que l'on inspire. On vit de la rumeur qui précède votre proue. On vit de la certitude chez l'autre que résister ne sert à rien. Et si l'on commence à être celui qui fuit, celui qui évite, celui qui recule, la rumeur change de sens. Elle ne fait plus capituler. Elle fait sourire. Elle fait tenter la chance. Les hommes murmurent. Pas tous, pas d'un coup, mais comme une houle qui monte. Dans les coins du pont, près des cabestans, à l'abri relatif des voiles, on échange des regards, on crache par-dessus bord. On compte mentalement les jours sans prise. On pense à Nassau qui se ferme, aux tavernes qui deviennent dangereuses, aux gouverneurs qui veulent des têtes. On pense à la part de butin qui fond, à la poudre qu'on économise, aux promesses qui se vident, et au milieu de ces murmures, il y a John Rackham. Il n'est pas encore le nom qui claque comme un drapeau. Il est un homme de bord, un officier, un marin qui a gagné sa place. Il connaît les cordages, les nœuds, les angles de tir, les humeurs. Il sait aussi écouter. Il sait qu'en parler. Il sait surtout que, dans ce genre de moment, un capitaine peut tomber non pas parce qu'il a perdu une bataille, mais parce qu'il a perdu le récit. Le récit, c'est simple. On est des prédateurs, pas des proies. On est ceux qui font peur, pas ceux qui ont peur. On est ceux qui prennent, pas ceux qui se contentent de survivre. La survie, c'est pour les marchands, pour les pêcheurs, pour les hommes qui rentrent au port et baissent la tête devant un gouverneur. Sur un navire pirate, la survie sans butin ressemble à une lente noyade, alors la contestation prend forme. Elle ne se fait pas en discours élégants. Elle se fait en phrases courtes, en jurons, en accusations. Il nous mène à la famine. Il nous fait fuir comme des chiens. Il a peur. Et dans la piraterie, accuser un capitaine d'avoir peur, c'est déjà lui passer la corde au cou. Il existe dans cette culture maritime une mécanique presque institutionnelle. Le vote. On élit, on destitue, on redistribue l'autorité. Ce n'est pas une démocratie de salon, c'est une démocratie de couteau. Mais elle existe. Et elle est redoutable, parce qu'elle transforme la colère en procédure. Elle donne à la mutinerie une forme de légitimité interne. La destitution de Vane, à la fin de 1718, est racontée comme un moment de bascule. Un capitaine réputé, un dur, renversé par ses propres hommes. Et ce renversement n'est pas seulement un règlement de compte, c'est un symptôme. Le symptôme d'une époque où la marge d'erreur se réduit, où chaque décision stratégique devient une question de vie ou de mort, où l'équipage exige du capitaine non pas de la prudence, mais de la chance, de l'audace, du butin. Van perd le vote. Il est écarté. Il part avec une poignée de fidèles sur un autre bâtiment, laissant derrière lui un navire et un équipage qui veulent croire qu'ils peuvent faire mieux. Et c'est là que Rackham monte. On l'imagine, debout, pas forcément plus grand que les autres,
pas forcément plus impressionnant, mais il a quelque chose que Vane, à cet instant précis, n'a plus, l'adhésion, l'idée qu'avec lui on tentera, qu'avec lui on ne reculera pas au premier signe de danger, qu'avec lui on redeviendra ce que l'on prétend être. C'est une élection, oui, mais c'est aussi une projection. Les hommes projettent sur Rackham leur faim, leur frustration, leur besoin de croire, et Rackham, lui, comprend qu'un capitaine pirate ne commande pas seulement un navire. Il commande une attente. Le premier défi, ce n'est pas de tirer, c'est de tenir. Tenir un équipage, c'est tenir une meute. Une meute qui a faim, qui boit, qui se bat, qui rit trop fort, qui pleure parfois en silence quand la fièvre prend un camarade. Une meute qui peut se retourner si elle sent la faiblesse. Alors il faut distribuer. Distribuer les tâches, distribuer les parts, distribuer les punitions. Il faut arbitrer les disputes avant qu'elles ne deviennent des duels. Il faut empêcher le vol interne, ce poison qui détruit plus sûrement qu'un canon ennemi. Il faut aussi maintenir l'illusion d'un avenir proche. Une prise, bientôt. Une vraie prise. Rackham n'a pas le luxe de la patience. La fenêtre se ferme, les amnisties ont fait leur tri. Les gouverneurs ont compris, les patrouilles se densifient, les marchands s'arment, les routes changent, les convois se regroupent. La mer devient un espace où l'on peut être repéré, poursuivi, coincé. Alors Rackham doit frapper vite, et frapper de manière à ce que cela se sache. C'est là que le pavillon noir cesse d'être un simple outil et devient une obsession. Un pavillon, ce n'est pas seulement un signe de menace, c'est une carte de visite. Un message envoyé avant même que la voix porte. Un morceau de tissu qui dit « Voici qui je suis, voici ce que je fais, voici ce qui t'attend si tu résistes ». Les pirates de cette époque utilisent déjà des drapeaux noirs, des variantes, des symboles. Le fameux Jolly Roger n'est pas un modèle unique, figé, c'est une famille d'images. Un langage visuel. Un sablier pour dire que le temps s'écoule. Un squelette pour dire que la mort est à bord. Un cœur saignant pour dire que la pitié est un luxe. Et parfois, un crâne simple, brutal, universel. Rackham, lui, est associé, plus tard, dans les récits, dans l'iconographie, à ce crâne surmontant deux sabres croisés. Pas des os, des lames, ce détail compte. Les os croisés, c'est la mort abstraite, la fatalité. Les sabres croisés, c'est la violence humaine, l'acier, le combat rapproché, la coupe nette. C'est presque une signature de tempérament. Moins métaphysique, plus pratique. Moins sermon, plus menace. L'attribution exacte du dessin est discutée et l'histoire adore simplifier ce qui était flou. Mais ce qui est certain, c'est que Rackham appartient à cette génération de pirates qui comprend l'importance du branding avant l'heure. On ne dit pas branding, évidemment. On dit réputation. On dit nom. On dit pavillon. Mais l'idée est la même. Dans un monde saturé de violence, il faut une image qui tranche. Et Rackham, Calico, l'homme au tissu, l'homme au goût de la couleur dans un univers de goudron, est presque prédestiné à ça. Il veut être vu, il veut être reconnu. Il veut que, quand un capitaine marchand aperçoit une voile basse et rapide, il ne se demande pas seulement « pirate ou pas pirate ». Mais lequel? Parce que lequel change tout. Si l'on croit avoir affaire à un capitaine réputé pour massacrer, on se rend plus vite. Si l'on croit avoir affaire à un capitaine qui négocie, on tente parfois de gagner du temps. Si l'on croit avoir affaire à un capitaine hésitant, on peut même tenter la résistance. La réputation est une arme qui économise la poudre, mais la réputation, il faut la nourrir. Et pour la nourrir, il faut des prises. Les premières opérations sous Rackham ressemblent moins à des grandes batailles qu'à une piraterie opportuniste, nerveuse, faite de coups rapides. On cherche des sloops marchands, des petits bâtiments chargés de vivres, de tissus, de rhum, de sucre parfois. On évite les gros navires escortés. On préfère les proies isolées. On joue avec les îles, avec les bancs de sable, avec les passages étroits où un navire plus lourd hésite. La vie à bord, elle ne change pas parce que le capitaine a changé. Le pont reste un atelier et un champ de bataille potentiel. Les hommes dorment serrés, respirent l'odeur de bois humides, de poudre, de sueur. Les armes sont partout. Pistolets à silex, mousquets, sabres, cutlass. On les entretient comme on entretient ses dents. Mal, mais on essaie, parce que la rouille est une ennemie silencieuse. La poudre doit rester sèche. Les mèches doivent être prêtes. Les lames doivent être affûtées. Un combat en mer peut se décider en quelques minutes, et celui qui a une arme qui s'enraye au mauvais moment devient un cadavre. Rackham doit aussi gérer la question la plus délicate, la distribution du butin. Les pirates ont souvent des articles, des règles internes, plus ou moins formalisées, qui fixent les parts. Le capitaine prend plus, le quartier-maître aussi, les spécialistes, charpentiers, chirurgiens, peuvent avoir des compensations. Les blessés peuvent recevoir une indemnité. Ce système n'est pas humaniste. Il est pragmatique.
Il évite que l'équipage se déchire à chaque prise. Il donne l'impression d'une justice interne, d'un ordre choisi, par opposition à l'arbitraire des capitaines marchands, mais ce système ne fonctionne que si le butin existe, s'il y a quelque chose à partager, sinon les règles deviennent des mots vides, et les mots vides deviennent des couteaux. Alors Rackham doit produire. Il doit montrer que l'éviction de Vane n'était pas une crise, mais une amélioration. Il doit prouver que l'audace paye, et il doit le faire dans un environnement où l'audace est de plus en plus punie. C'est là que son profil se dessine. Ambitieux, soucieux d'image, mais pas forcément grand tacticien. Il confond parfois l'audace et l'imprudence. Il veut le coup qui se raconte. Il veut la prise qui fait parler. Il veut le pavillon qui claque et qui fait baisser les armes. Et parfois ça marche, parce que la peur est un raccourci. Un capitaine marchand face à un pavillon noir pense à sa cargaison, à son équipage, à sa propre peau. Il sait que les assurances ne couvrent pas tout. Il sait que résister peut transformer un vol en massacre. Il sait aussi que, dans beaucoup de cas, les pirates préfèrent une reddition rapide. Moins de dégâts, moins de morts, moins de temps perdu. Alors il cède. Il amène ses voiles. Il laisse monter les hommes armés. La scène, elle, est toujours la même et toujours différente. Les pirates arrivent en chaloupe ou abordent directement. Ils crient, ils jurent, ils pointent des pistolets, ils exigent les coffres, les barils, les ballots, ils fouillent les cabines, ils cherchent l'argent liquide, les bijoux, les armes, ils prennent parfois les vêtements, les chaussures, tout ce qui peut se revendre. Ils prennent aussi ce qui se mange et ce qui se boit, parce que la faim est constante. Et puis ils repartent, laissant derrière eux un navire humilié, allégé, vivant. Chaque prise est un acte de violence, même sans sang. Parce qu'elle rappelle à tous que la mer n'est pas sûre, que l'Empire, malgré ses proclamations, ne contrôle pas tout, que des hommes sans uniforme peuvent encore dicter leurs lois le temps d'une heure. Et chaque prise est aussi une publicité. Les survivants parlent, les ports parlent, les tavernes parlent. Les gouverneurs reçoivent des rapports, les marchands écrivent des lettres. Les imprimeurs, quand ils peuvent, transforment ces histoires en feuilletons. La piraterie est un crime, mais c'est aussi un spectacle. Un spectacle involontaire, mais un spectacle quand même. Rackham, en devenant capitaine, entre dans cette économie du spectacle. Il doit être à la hauteur de son propre rôle, et c'est là que le pavillon devient presque un personnage. On le hisse, il claque, il annonce, il ment parfois, parce qu'un pavillon noir promet une violence totale, mais la réalité est souvent plus calculée. On veut la reddition, pas la bataille. On veut le butin, pas les réparations coûteuses. On veut éviter les blessures, parce qu'un blessé est une bouche à nourrir et un bras en moins. Le pavillon est donc à la fois une menace et un bluff, un marketing de la terreur. Et Rackham, qui veut être reconnu, a besoin de ce bluff. Il n'a pas une flotte, il n'a pas des dizaines de canons. Il a un navire, une bande, une fenêtre de temps qui se referme, alors il mise sur l'image, sur le choc, sur la rapidité. Mais l'image attire aussi l'attention. Plus on se fait un nom, plus on devient une cible. Les autorités coloniales ne sont pas des abstractions, elles ont des navires, des hommes, des ordres, elles ont des intérêts économiques énormes. Le sucre, le rhum, les esclaves, tout cela doit circuler, et quand cela ne circule pas, les planteurs s'énervent, les marchands s'énervent, Londres s'énerve. Alors on paie des chasseurs, on arme des sloops, on donne des commissions, on promet des récompenses. La Jamaïque surtout n'a pas la patience. Port-Royal a été autrefois un repère de flibustiers, mais ce passé est devenu une honte à effacer. On pend pour montrer qu'on a changé, on pend pour rassurer les investisseurs, on pend pour faire taire les rumeurs. Rackham le sait, tout le monde le sait, et pourtant il continue, parce que revenir en arrière est difficile, parce que l'amnistie, même si elle existe, n'est pas une garantie de paix, parce que la vie légale est une vie de pauvreté, de suspicion, de travail écrasant, parce que la piraterie, même dangereuse, offre encore des moments de puissance. Et puis il y a l'ego du capitaine élu, l'ego de celui qui a renversé Vane, ou du moins profité de sa chute, l'ego de celui qui doit prouver qu'il mérite le poste. Sur un navire pirate, le capitaine n'est pas un roi. Il est un premier parmi des hommes armés. Il doit composer avec le quartier-maître, figure essentielle, souvent gardien des intérêts de l'équipage, contrepoids au pouvoir du capitaine. Il doit composer avec les anciens fidèles de Vane, peut-être encore présents, peut-être rancuniers. Il doit composer avec les nouveaux, attirés par la promesse d'un capitaine plus audacieux. Il doit composer avec les tempéraments, les violents, les prudents, les ivrognes, les calculateurs. Chaque jour est une négociation, et dans cette négociation, Rackham choisit la voie la plus dangereuse, celle de la visibilité. Il veut que son pavillon soit reconnu, il veut que son nom circule,
Il veut que l'on parle de lui à Nassau, à New Providence, à Cuba, en Jamaïque. Il veut que les capitaines marchands, en voyant une voile, aient un frisson spécifique. C'est une stratégie qui peut fonctionner à court terme. Elle peut aussi tuer à moyen terme, parce que la fin de l'âge d'or, ce n'est pas seulement une formule, c'est une réalité matérielle. Les routes se militarisent. Les gouverneurs coopèrent davantage. Les anciens pirates qui ont accepté l'amnistie deviennent parfois informateurs, guides, chasseurs. Ils connaissent les criques, les habitudes, les signaux. Ils savent comment pensent ceux qui sont restés dehors. La piraterie perd son avantage de clandestinité, et Rackham, en cherchant la lumière, se place lui-même sous un projecteur. Il y a aussi un autre élément, plus intime, plus humain, qui pèse sur ses décisions. La fatigue de vivre traqué, la fatigue de dormir avec un pistolet à portée de main, la fatigue de ne jamais être sûr du lendemain. Cette fatigue pousse certains capitaines à accepter des risques absurdes, juste pour que quelque chose arrive, pour rompre la monotonie de la peur, pour sentir ne serait-ce qu'une fois que l'on contrôle encore sa vie. Rackham semble appartenir à cette catégorie, celle des hommes qui préfèrent un danger choisi à une prudence subie. Il veut agir, il veut que le pavillon noir ne soit pas un souvenir, mais une présence. Alors il multiplie les coups. Il cherche les proies faciles, oui, mais il cherche aussi les occasions de se distinguer, et chaque fois qu'il réussit, son nom gagne un peu de poids. Pas le poids d'un Blackbeard, pas le poids d'un Bartholomew Roberts, ces grands prédateurs qui ont eu le temps et l'espace pour bâtir une terreur durable. Non, un poids plus léger, plus fragile, un poids de rumeurs, un poids de scandale en devenir. Car Rackham n'est pas seulement un pirate. Il est un pirate dans une époque qui adore les histoires, une époque où les récits de mer se vendent, où les procès deviennent des spectacles, où les confessions sont imprimées, où les pendaisons attirent des foules, une époque où l'on fabrique des monstres pour mieux se rassurer, et un homme comme Rackham, avec son surnom, avec son goût supposé pour le style, avec son pavillon associé à des sabres croisés, est un matériau parfait. Il n'a pas besoin d'être le plus grand, il a besoin d'être racontable, et c'est peut-être là déjà que se glisse la faille, parce qu'un capitaine qui pense en termes de récit peut négliger les détails qui sauvent, la discipline, la sobriété, la prudence, au bon moment, la sélection des cibles, la gestion des risques. Il peut confondre l'effet et l'efficacité. Il peut croire qu'un pavillon suffit à remplacer une stratégie. La mer, elle, ne se laisse pas impressionner par un crâne peint. Le vent tourne, les saisons tournent, les patrouilles tournent, et Rackham, désormais capitaine, avance sur une ligne fine entre la nécessité de frapper et la nécessité de survivre. Il a gagné un poste, il a gagné un nom, il a peut-être gagné un symbole, mais il a aussi gagné quelque chose de plus lourd, la responsabilité d'un équipage qu'il a choisi pour ne plus reculer, et un équipage qui ne veut plus reculer finit souvent par ne plus savoir s'arrêter. La première chose qu'on oublie quand on parle de pirates, c'est l'ennui. L'ennui salé, l'ennui humide, l'ennui qui colle aux doigts comme la poix. Des jours entiers à regarder une ligne d'horizon qui ne promet rien, à mâcher du biscuit dur au cours des charançons, à boire une eau qui a le goût de tonneau et de moisissure, à sentir sous la langue la petite brûlure du rhum qui sert autant à oublier qu'à se réchauffer, et puis soudain une voile, une tache blanche, une possibilité. C'est dans ces alternances-là que se fabrique une réputation, pas seulement par les canons, par les histoires qu'on raconte pendant les heures vides, par les noms qu'on répète, par les silhouettes qu'on imagine, et sur le pont de Rackham, à mesure que les prises s'enchaînent, petites, rapides, souvent sans gloire, un autre récit commence, à circuler plus dangereux que les patrouilles. Celui d'un capitaine qui veut être vu, on l'appelle Calico Jack. Le calico, ce coton imprimé, bon marché, venu d'Inde ou imité en Europe, qui a envahi les marchés et les garde-robes, qui met de la couleur dans un monde de toile brute et de laine rêche, le surnom dit déjà quelque chose, l'œil, le goût de l'apparence, la volonté de se distinguer. Sur un navire où tout finit par sentir la même sueur et le même goudron, où les chemises se confondent, où les visages se creusent, un homme qui tient à un morceau d'étoffe, à une coupe, à une allure, envoie un message. Il dit « Je ne suis pas seulement un marin, je suis un personnage. » Et un personnage attire les autres personnages. Dans les Caraïbes de 1719 et 1720, les ports sont des théâtres. Nassau a été un repère, puis une souricière. La Jamaïque est une machine à sucre et à pendaison. Les petites îles, les criques, les anses, sont des coulisses où l'on échange des informations comme on échange des bouteilles, vite. À voix basse, en regardant derrière soi, les tavernes sentent le tabac, la graisse rance, le bois mouillé. On y parle de pardons royaux, de commissions, de gouverneurs qui veulent faire un exemple,
de navires de guerre qui croisent plus près des routes. On y parle aussi des femmes, parce qu'on parle toujours des femmes, surtout quand elles sont absentes. Et puis, un jour, elles ne le sont plus. Anne Bonny apparaît dans cette histoire comme une étincelle dans un baril de poudre. Elle n'est pas une invention romantique sortie d'un roman tardif. Son nom circule dans des récits proches des événements, et surtout, dans ce grand livre ambigu qu'est l'ouvrage attribué à un certain capitaine Charles Johnson, publié quelques années après, mélange de témoignages, de rumeurs, de reconstructions. Ce n'est pas un registre d'état civil. Ce n'est pas un procès-verbal froid. C'est un texte qui a compris ce que le public voulait. Du sang, du sexe, du scandale, des renversements. Mais même quand on se méfie, même quand on gratte le vernis, il reste un noyau dur. Sur le navire de Rackham, il y a bien eu 2 femmes, et cela, dans ce monde-là, est une anomalie si énorme qu'elle devient immédiatement une légende. Anne Bonny est souvent décrite comme irlandaise, née à Cork, passée par la Caroline. On l'a dit fille illégitime, on l'a dit élevée dans le tumulte, on l'a dit déjà violente, déjà indocile. Ce qui compte, au fond, ce n'est pas la précision de chaque détail d'enfance. Les archives coloniales sont des filets troués, mais la trajectoire, une jeune femme qui refuse la place qu'on lui assigne. Dans les colonies anglaises, une femme pauvre a peu d'options. Servitude, mariage, travail domestique, dépendance. Une femme qui sort du rang devient vite un problème public. Et les problèmes publics, on les règle à coups de morale, de coups ou de bannissement. Anne épouse un homme nommé James Bonny, souvent présenté comme un marin ou un petit informateur, quelqu'un qui traîne autour des autorités, qui cherche à se rendre utile. Un mariage qui sent la survie plus que l'amour. Et puis, à Nassau, dans cette ville où les pardons royaux ont attiré les repentis et où les irréductibles se cachent encore dans les mangroves, Anne rencontre Rackham. On imagine la scène comme on imagine toutes les scènes de rencontres dans les ports, une chaleur lourde, des mouches, des rires trop forts, des regards qui évaluent. Rackham, avec son surnom, avec son désir d'être quelqu'un, n'est pas le genre d'homme à passer inaperçu. Anne, avec sa colère et sa faim de liberté, n'est pas le genre de femme à se contenter d'un mari qui joue les auxiliaires du gouverneur. Le scandale est presque mécanique. Et le scandale, pour Rackham, est une monnaie. Parce qu'un pirate, à cette époque, n'a pas seulement besoin de poudre et de voile. Il a besoin d'histoires qui courent plus vite que lui. Il a besoin que, dans les tavernes, on dise son nom avec un mélange de peur et d'envie. Il a besoin que les marchands hésitent avant de résister. Et quoi de plus parlant, quoi de plus explosif que l'idée d'une femme qui quitte la terre, qui quitte le mariage, qui quitte la loi, a pour monter sur un pont de pirate? La mer, pourtant, n'a aucune patience pour les romances. À bord, tout est contrainte. Tout est promiscuité. Tout est règle non écrite. Les hommes dorment serrés, les corps se touchent, les odeurs se mélangent, les vêtements sèchent mal, les plaies s'infectent vite, les poux circulent comme des rumeurs. La moindre dispute peut devenir un duel, parce que l'honneur est souvent la seule richesse qu'il reste quand l'argent manque. Alors, comment une femme tient-elle là-dedans? D'abord, en se rendant indispensable ou dangereuse. Il n'y a pas de place pour la fragilité affichée. La fragilité attire les prédateurs, et sur un navire pirate, les prédateurs ne sont pas seulement à l'horizon, ils sont aussi à 2 mètres, avec un couteau à la ceinture. Les récits insistent sur le fait qu'Anne Bonny porte des armes, qu'elle se bat, qu'elle jure, qu'elle boit, qu'elle adopte parfois des vêtements masculins, non pas comme un déguisement de théâtre, mais comme une armure pratique, pantalon, pour grimper, chemise ample, ceinture pour les pistolets, foulard pour la sueur, le tissu, encore, la manière dont on se présente au monde. Et puis il y a Mary Read. Mary, elle aussi, est une anomalie. On l'a dit née en Angleterre, élevée dans la pauvreté, déguisée en garçon dès l'enfance pour des raisons de survie, passée par l'armée ou la marine, habituée à la discipline des hommes, à leur brutalité, à leur code. Là encore, les détails exacts se perdent dans le brouillard des récits, mais la logique sociale est solide. Dans une société où l'accès au travail, à la mobilité, à la violence légitime est réservé aux hommes, se faire passer pour un homme est parfois la seule façon de traverser le monde sans être écrasé. Mary arrive sur le navire de Rackham dans un contexte où les équipages se recomposent sans cesse. Les pirates ne sont pas une fraternité stable. Ce sont des agrégats, des hommes qui désertent, qui meurent, qui acceptent un pardon, qui se font capturer, qui changent de capitaine. On recrute dans les ports, on recrute parmi les prisonniers, on recrute parmi les marins mécontents, on recrute aussi parmi ceux qui n'ont plus rien à perdre. Et Mary, avec son expérience, avec sa capacité à tenir une arme, à monter dans la mâture, à encaisser, est un atout jusqu'au moment où son identité devient connue ou soupçonnée, et là, la présence de 2 femmes à bord devient un fait qui dépasse le navire.
un fait qui voyage. Il faut imaginer ce que cela signifie dans l'Atlantique britannique du début du XVIIIe siècle. La mer est un espace masculin par définition. Les superstitions maritimes, les règlements, les habitudes, tout est construit sur l'idée que la femme à bord porte malheur, qu'elle trouble l'ordre, qu'elle excite les hommes, qu'elle attire la catastrophe. Ce sont des croyances, oui, mais les croyances sur un navire sont des outils de contrôle. Elles servent à maintenir une hiérarchie, à justifier des exclusions, à donner un sens à l'imprévisible. Alors quand Rackham navigue avec Anne Bonny et Mary Read, il ne défie pas seulement la loi, il défie aussi un imaginaire. Et défier un imaginaire, c'est attirer une attention disproportionnée. Cette attention, Rackham la recherche et la subit à la fois. À bord, la vie continue, brutale et technique. On chasse les prises comme on chasse un animal. On repère, on approche sous un angle favorable, on joue avec le vent. Le sloop pirate est un instrument de vitesse, de manœuvre. Il peut se glisser là où un navire plus lourd hésite. Il peut se cacher derrière une île, surgir d'une anse, couper une route. Les pirates savent lire les courants, les bancs de sable, les couleurs de l'eau qui trahissent un fond traître. Ils savent aussi que la meilleure bataille est celle qu'on évite. Un navire endommagé, c'est des jours de réparation. Des jours où l'on est vulnérable. Des jours où l'on manque d'eau, où l'on manque de vivres, où l'équipage s'aigrit. Alors on préfère la menace? Le pavillon noir, le crâne, les lames croisées. Ce morceau de tissu qui claque et qui dit « ne tente pas ta chance ». Mais la menace ne suffit pas toujours. Parfois, un marchand est armé. Parfois, il a des hommes décidés. Parfois, il a un capitaine qui se croit héroïque ou qui sait que sa cargaison vaut plus que sa vie aux yeux de ses employeurs. Alors il tire. Et là, tout se resserre. Le combat en mer à cette échelle n'est pas une bataille napoléonienne. C'est un chaos de bois et de fumée. Les pistolets à silex ratent. Les mousquets prennent du temps à recharger. La poudre, si elle a pris l'humidité, fait des misères. Les canons, quand il y en a, sont peu nombreux. Et chaque tir est précieux. On vise les voiles, les cordages, le gouvernail. On veut immobiliser. On veut forcer l'autre à se rendre. Et puis vient l'abordage, ce moment où la mer disparaît presque, où tout se joue sur quelques mètres de planches glissantes. Dans ces moments-là, les récits disent qu'Anne et Mary se battent, qu'elles ne restent pas en arrière. Qu'elles tirent, qu'elles frappent, qu'elles sont parfois plus féroces que les hommes, parce qu'elles savent qu'on ne leur pardonnera rien. Un homme pirate peut espérer, au moins en théorie, un pardon, une commutation, une fuite. Une femme pirate, dans l'imaginaire de l'époque, est une monstruosité double, criminelle et transgressive. Elle incarne un désordre social, et le désordre social, on le punit avec une rage particulière. Cette rage, Rackham la sent venir comme on sent un grain à l'horizon, et pourtant il continue à jouer avec le feu. Il y a, dans sa trajectoire, ces allers-retours entre la mer et la terre, entre la piraterie et la promesse de la légalité, parce que l'amnistie royale n'est pas un simple papier. C'est une tentation, une porte entr'ouverte, une chance de poser le sabre, de marcher dans une rue sans regarder derrière soi, de dormir sans craindre le bruit d'une chaloupe qui approche. Mais cette chance a un prix, la soumission, la surveillance, la pauvreté, et surtout la mémoire. On n'oublie pas facilement un homme qui a hissé le pavillon noir. Rackham, selon les récits, obtient à un moment une forme de pardon ou de tolérance, notamment via des autorités locales aux Bahamas. On le voit revenir à Nassau, tenter de se poser, comme tant d'autres pirates qui oscillent entre la corde et la fatigue. Mais la terre n'est pas un refuge. La terre est un piège différent. Sur terre, on est visible, on est repérable, on est dépendant. On doit payer, demander, négocier. On doit supporter les regards. Et quand on a goûté à la liberté brutale de la mer, cette liberté qui n'est qu'une autre forme de prison, mais une prison sans mur, la terre peut sembler étouffante. Ajoutez à cela Anne Bonny, une femme qui a quitté un mari, une femme dont la présence même est un défi, une femme qui, dans les récits, pousse Rackham, l'entraîne, le méprise parfois quand il hésite. Est-ce vrai mot pour mot? Difficile à prouver. Mais la dynamique est plausible. Dans un couple formé dans la transgression devient une norme. Revenir à la loi, c'est trahir l'histoire qu'on s'est racontée à soi-même. Et Rackham, lui, vit de cette histoire. Alors il rechute. Il retourne à la mer. Il reprend la piraterie, pas comme un grand stratège qui planifie une campagne, mais comme un homme qui saisit des occasions, qui improvise, qui croit que la vitesse et l'audace suffiront. On vole un petit navire, on change de bâtiment, on se réarme, on recrute, on boit, on rit trop fort. On se persuade que l'on contrôle encore le jeu. La piraterie opportuniste, c'est cela. Des coups de main, des prises modestes, des cargaisons de vivres, des barils de rhum, des ballots de tissu, parfois un peu d'argent. Ce n'est pas la grande fortune.
C'est la survie. Et la survie, quand elle est obtenue par le crime, exige de recommencer sans cesse. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas se dire « ça suffit ». Parce que « ça suffit » n'existe pas. Il y a toujours un prochain port, un prochain ver, un prochain jour sans nourriture, un prochain navire à l'horizon, et pendant ce temps, les autorités apprennent. Elles apprennent que les pirates ne sont plus des flottes, qu'ils sont des petites bandes rapides. Elles apprennent que la meilleure façon de les attraper n'est pas toujours d'envoyer un gros navire de guerre, lourd, coûteux, lent. Il faut des sloops aussi, des chasseurs rapides, des hommes qui connaissent les passes, des capitaines qui n'ont pas peur de s'approcher des côtes, de risquer un échouage, de poursuivre dans des eaux peu profondes. La Jamaïque surtout devient nerveuse. Parce que la Jamaïque, ce n'est pas seulement une île, c'est un nœud économique. Le sucre, le rhum, les plantations, les esclaves, les fortunes. Et quand un pirate interrompt ce flux, il ne vole pas seulement une cargaison, il attaque un système. Et un système, quand il se sent attaqué, répond avec une violence administrative, méthodique, presque industrielle. Les proclamations se multiplient, les récompenses aussi. Les capitaines de navires marchands reçoivent des consignes, on arme davantage, on voyage en convoi, on signale les voiles suspectes, on décrit les pavillons, on décrit les hommes. Et dans ces descriptions, le détail des 2 femmes devient un marqueur, un signe distinctif, un moyen de dire « ce n'est pas n'importe quel pirate ». C'est celui-là. Rackham, qui voulait être reconnu, obtient ce qu'il voulait. Mais la reconnaissance a 2 visages. À bord, cette singularité crée aussi des tensions. Un équipage pirate n'est pas une communauté égalitaire idyllique, c'est une association de risques. Les hommes acceptent un capitaine tant qu'il apporte du butin et qu'il ne les mène pas à la mort. Ils acceptent des règles tant qu'elles servent leur intérêt, et ils acceptent des exceptions tant qu'elles ne menacent pas l'équilibre. 2 femmes à bord, c'est une exception énorme. Cela peut susciter du désir, de la jalousie, du mépris, de la fascination. Cela peut aussi être instrumentalisé. Certains y voient un signe de chance, d'autres un signe de malheur. Certains y voient une preuve que Rackham est un capitaine audacieux, d'autres une preuve qu'il est imprudent, qu'il laisse sa vie personnelle contaminer la survie collective. Et Rackham, encore une fois, semble choisir l'image plutôt que la prudence. Il y a une scène rapportée dans les récits qui résume cette tension. Anne Bonny, apprenant que Rackham hésite ou recule, lui lance une phrase qui a traversé les siècles comme une gifle. Quelque chose comme « Si tu t'étais battu comme un homme, tu n'aurais pas été pendu comme un chien ». On la cite souvent après coup comme une réplique parfaite, trop parfaite peut-être. Mais même si la formulation exacte a été polie par la plume d'un auteur, l'idée est cohérente avec ce que ces histoires veulent montrer. Rackham, le capitaine soucieux d'image, est entouré de gens qui, eux, n'ont plus rien à perdre et qui exigent la cohérence totale. Pas de demi-mesure, pas de retour en arrière. Cette exigence est un piège, parce qu'elle pousse à des décisions irréversibles. La mer, à ce moment-là, n'est plus un espace ouvert. C'est un filet qui se resserre, les routes sont surveillées, les ports sont moins accueillants, les anciens repères deviennent dangereux. Nassau n'est plus la République des pirates, fantasmée. C'est un endroit où l'on peut être reconnu, dénoncé, arrêté. Les Bahamas, la Jamaïque, Cuba, tout cela est traversé par des intérêts impériaux qui se durcissent, et pourtant Rackham continue à prendre des risques qui ressemblent à des caprices de destin. On le voit dans les récits, s'attaquer à des petites embarcations de pêche, à des sloops côtiers, à des navires qui ne valent pas une bataille. Ce n'est pas seulement de la cupidité, c'est aussi une forme de désespoir. Quand les grandes prises deviennent trop dangereuses, on se rabat sur ce qui passe. On devient un prédateur de proximité, on vole ce qui nourrit, on vole ce qui se boit, on vole ce qui se revend vite, et plus on vole petit, plus on doit voler souvent. Et plus on vole souvent, plus on s'expose. La piraterie devient une routine criminelle, une routine qui use. À bord, l'usure se voit dans les gestes, les mains sont crevassées, les ongles noirs, les yeux rougis par le sel et le manque de sommeil, les vêtements rapiécés, les armes entretenues à moitié. On économise la poudre, on économise les balles, on économise même la corde, parce que la corde, c'est la vie. Pour les voiles, pour les réparations, pour les amarres, pour les abordages, on récupère tout, on ne jette rien. On vit dans un monde où chaque objet a une seconde vie, et dans ce monde, Anne Bonny et Mary Read ne sont pas des symboles abstraits. Elles sont des corps qui doivent manger, dormir, se battre, tomber malades, saigner. Elles sont aussi des cibles potentielles. Si un navire ennemi capture l'équipage, leur sort sera scruté, commenté, utilisé. Elles le savent. Les hommes le savent. Et cette conscience ajoute une couche de tension permanente. Il y a aussi la question de l'autorité interne.
Sur un navire pirate, le capitaine n'est pas tout-puissant. Il doit composer avec le quartier-maître, avec les anciens, avec les fortes têtes, et quand l'équipage est attiré par le sensationnel, par l'idée d'être le navire où il y a des femmes pirates, l'autorité peut se fragiliser, parce que le navire devient un spectacle même pour ceux qui y vivent. On se regarde vivre, on se raconte à soi-même, on joue un rôle. Rackham, qui aime l'image, peut encourager cela. Il peut laisser le mythe gonfler, parce que le mythe intimide les proies. Mais le mythe a un coût. Il rend plus difficile le retour à la sobriété, à la discipline, à la prudence. Et la prudence, à la fin de l'âge d'or, est la seule chose qui sépare un pirate vivant d'un pirate pendu. Les autorités jamaïcaines, elles, ne voient pas un mythe. Elles voient un dossier, un nom, un pavillon, des plaintes de marchands, des pertes, des lettres, des rapports. Elles voient aussi une opportunité politique. Capturer un pirate, c'est prouver qu'on gouverne. C'est rassurer les planteurs. C'est envoyer un message aux autres. Et quand ce pirate a en plus une histoire scandaleuse, l'effet est multiplié. Rackham devient donc une cible idéale. Mais avant que la chasse finale ne se referme, il y a encore ces semaines de mer où tout semble possible, où l'on croit que la chance est une compagne fidèle. On imagine le sloop glissant le long des côtes, la nuit, sans lumière, en suivant des repères invisibles, une ligne de palmiers, une odeur de terre, un changement dans le bruit des vagues. On imagine les hommes chuchotant, les armes prêtes, les yeux fixés sur une silhouette sombre. On imagine l'abordage silencieux, puis l'explosion de cris, de jurons, de menaces. On imagine les coffres forcés, les barils roulés, les voiles qui se gonflent à nouveau, la fuite. Et à chaque fuite, le pavillon noir est replié et rangé, prêt à ressortir. Ce tissu est comme une peau supplémentaire. On le hisse pour tuer la volonté de l'autre, on le baisse pour disparaître. Il est à la fois drapeau et masque. Rackham, dans cette période, semble croire que le masque suffit. Il y a, dans les récits, une dimension presque tragique. Plus il cherche à être quelqu'un, plus il se rapproche de la corde, parce que la célébrité dans la piraterie n'est pas une récompense. C'est un signal pour les chasseurs. Les grands noms finissent presque tous de la même façon, trahis, capturés, pendus ou morts en mer. La différence, c'est la durée du chemin. Rackham, lui, a un chemin court, et il le remplit de symboles. Anne et Mary, elles, remplissent ce chemin d'une autre substance, la transgression incarnée. Elles deviennent, malgré elles, des preuves vivantes que l'ordre social peut être renversé, et cela, pour les autorités, est insupportable. Un homme pirate est un criminel. Une femme pirate est un scandale métaphysique. Elle dit que même les frontières du genre, même les frontières du rôle, peuvent être franchies. Elle dit que la mer peut avaler les catégories. Alors on les traquera avec une attention particulière. On les jugera avec une curiosité malsaine. On les racontera avec une gourmandise. Mais à bord, avant le tribunal, avant les chaînes, avant les sermons, il n'y a pas de philosophie. Il y a des cordages à réparer, des voiles à rapiécer, des barils à compter, des hommes à calmer, des blessures à nettoyer avec du rhum faute de mieux, des fièvres à surveiller, des disputes à étouffer. Et il y a la peur. La peur n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent une petite chose qui ronge. La peur de voir, au matin, une voile qui n'était pas là la veille. La peur d'entendre un coup de feu au loin. La peur d'un port où l'on ne sait pas qui vous reconnaîtra. La peur d'un ancien camarade qui a accepté le pardon et qui, pour prouver sa loyauté, vendra votre nom. La peur d'un équipage qui, si la faim peut décider que le capitaine est le problème. Rackham doit donc jouer sur deux tableaux, intimider l'extérieur et tenir l'intérieur. Et c'est là que son manque de profondeur tactique devient dangereux, parce que tenir l'intérieur exige parfois de dire non, de refuser une prise trop risquée, de refuser de boire quand il faut veiller, de refuser de s'approcher trop près d'une côte inconnue, de refuser de se croire invincible. Or, Rackham, dans les récits, est souvent présenté comme un homme qui confond l'audace et la chance, qui croit que l'élan suffit, qui croit que l'image protège, et quand on vit avec Anne Bonny et Mary Read à bord, quand on vit avec cette réputation qui enfle, quand on vit avec ce pavillon qui promet la mort, il devient difficile de faire demi-tour sans perdre la face. La face sur un navire pirate est une monnaie aussi. Perdre la face, c'est perdre l'autorité. Perdre l'autorité, c'est perdre la vie. Alors on avance, on continue, on prend encore, on boit encore, on rit encore. Et pendant que le sloop de Rackham glisse d'île en île, la Jamaïque, elle, se prépare. Les gouverneurs ne parlent pas comme des poètes. Ils parlent comme des comptables de la violence. Ils veulent des résultats. Ils veulent des têtes. Ils veulent que les routes commerciales respirent. Ils veulent que Port-Royal, cette ville autrefois associée aux flibustiers, devienne le symbole inverse, celui de la loi qui pend. Rackham, Anne, Mary et leurs hommes
naviguent donc dans une mer où chaque prise est un pas de plus vers la lumière crue du tribunal. Ils ne le savent pas toujours. Ou ils le savent et ils l'oublient. Parce que l'alcool aide à oublier, parce que l'adrénaline aide à oublier, parce que la mer, quand elle est calme, donne l'illusion que le monde est vaste et que l'on peut toujours se cacher derrière l'horizon. Mais l'horizon, à cette époque, se rapproche, et le plus cruel, c'est que ce qui rend Rackham célèbre, ce mélange de pavillons, de scandales, de femmes armées sur un pont, est aussi ce qui rend sa fuite plus difficile. On peut se fondre dans la foule quand on est anonyme. On peut changer de nom, changer de port, changer de navire, mais quand on est devenu une histoire, on est repérable, on est reconnaissable, on est attendu. Le pavillon noir claque encore, parfois dans le vent chaud. Le crâne, les lames, la promesse. Les hommes, sur les navires marchands, le voient et sentent leur gorge se serrer. Ils se disent que la mer est injuste. Ils se disent que l'Empire est loin. Ils se disent qu'ils veulent vivre. Et quelque part, sur le pont du sloop, Anne Bonny ajuste sa ceinture, vérifie un pistolet, crache par-dessus bord. Mary Read, silencieuse, observe, comme quelqu'un qui a déjà vu trop de choses pour croire au miracle. Rackham, lui, regarde son pavillon comme on regarde un miroir. Il y cherche une protection. Il y cherche une identité. Il y cherche une promesse. La mer, elle, ne promet rien. Elle prend, elle rend, elle efface. Et dans ce jeu où la fenêtre se referme, où les patrouilles se densifient, où les ports deviennent des pièges, la moindre erreur de jugement n'est plus une anecdote. C'est une condamnation différée. Une condamnation qui déjà a la forme d'une corde rêche et d'un gibet dressé au soleil de la Jamaïque, octobre 1720. La Jamaïque n'a pas la douceur des cartes postales. Elle a une chaleur qui écrase, une lumière blanche qui fait plisser les yeux, et cette odeur sucrée, lourde, presque écœurante, qui vient des moulins et des chaudières où l'on cuit la canne. Le sucre ici n'est pas un dessert. C'est une industrie, une discipline, une violence. Et autour de cette violence-là, il y a une autre machine, plus discrète mais tout aussi régulière, celle de la justice coloniale, avec ses mandats, ses primes, ses patrouilles, ses procès expédiés, ses pendaisons publiques. La fin de l'âge d'or de la piraterie ne se fait pas dans un grand fracas romantique, elle se fait dans les bureaux, dans les ports, dans les cales, dans les registres. Elle se fait à coups de petites décisions administratives qui, mises bout à bout, deviennent une nasse. Rackham navigue encore comme si l'horizon était infini, comme si la mer pouvait toujours offrir une crique, une anse, un repli. Mais la mer autour de la Jamaïque est une mer de routes, des routes commerciales, des routes de cabotage, des routes de pêche. Et sur ces routes, les yeux se multiplient, un sloop inconnu, une voile qui apparaît trop vite, un pavillon qu'on croit reconnaître, et l'information file de bouche en bouche, de quai en quai, jusqu'aux oreilles de ceux qui ont intérêt à ce que l'exemple soit fait. Il faut imaginer Port-Royal et Kingston comme des poumons qui respirent l'argent, des quais où l'on décharge des barils, des ballots, des cages, des outils, des armes, des tavernes où l'on boit en parlant de cargaisons perdues, de capitaines ruinés, de marins disparus, des entrepôts où l'on compte, où l'on pèse, où l'on jure, et au-dessus de tout cela, l'autorité, le gouverneur, les juges, les officiers, les capitaines commissionnés. Ils ne veulent pas seulement protéger le commerce, ils veulent prouver qu'ils contrôlent, parce que la Jamaïque est riche, donc fragile. Et ce qui est fragile devient paranoïaque. Dans ce climat, un pirate comme Rackham est une cible parfaite. Pas parce qu'il est le plus dangereux, parce qu'il est le plus racontable. Un pavillon noir avec un crâne et des lames, 2 femmes à bord, un capitaine au surnom qui sonne comme une marque. Tout est déjà prêt pour la chronique, pour le sermon, pour l'affiche placardée au port. On n'a plus qu'à attraper l'homme et à le suspendre. La chasse finale, dans les récits, porte un nom, Jonathan Barnett. Un chasseur de pirates, envoyé avec l'appui des autorités jamaïcaines, pas un grand amiral, pas un héros de bataille rangé. Un homme du littoral, du renseignement, des poursuites courtes. Un homme qui sait que, pour attraper un sloop, il faut un sloop. Que, pour surprendre des pirates, il faut penser comme eux. Anticiper les mouillages, les points d'eau, les endroits où l'on peut se cacher quand on a besoin de réparer, de boire, de vendre un peu de butin. La nuit du piège, on la sent avant de la voir. Une nuit caraïbe n'est pas noire comme une cave. Elle est pleine de reflets. La lune, quand elle est là, transforme la mer en métal froissé. Les nuages passent comme des voiles sales. Le vent tombe puis revient par bouffées. Et chaque bouffée fait claquer une drisse, grincer un mât, soupirer une voile. À bord d'un sloop pirate, la nuit est un mélange de veille et d'ivresse. On boit parce qu'on a peur. On boit parce qu'on s'ennuie. On boit parce qu'on a gagné quelque chose et qu'il faut le célébrer avant que la mer ne le reprenne. Et l'alcool sur un pont n'est pas seulement une faiblesse, c'est un risque tactique.
Les yeux se ferment plus vite, les oreilles entendent moins bien, les décisions deviennent molles. C'est là que Rackham se fait rattraper par ce qu'il a cultivé, l'imprudence comme style. Les versions divergent sur les détails, comme toujours. Mais l'image générale est stable. Au large de la Jamaïque, près de la côte, Barnett tombe sur le sloop de Rackham, une rencontre nocturne, tendue, où l'on s'interpelle, où l'on tente de se reconnaître, où l'on joue à être autre. Les pirates, souvent, essaient de se faire passer pour des pêcheurs, des caboteurs, des marchands. On répond avec un ton innocent. On montre des voiles ordinaires. On cache les armes. On espère que l'autre passera. Mais Barnett n'est pas venu pour passer. Il y a ce moment dans toute capture où la comédie s'arrête, un coup de feu, un ordre, une manœuvre brusque, et soudain, la mer devient une scène éclairée par la violence. Les canons, même petits, font un bruit qui semble trop grand pour un si petit navire. La fumée de poudre dans l'air humide s'accroche et pique les yeux. Les éclats de bois volent. Une corde cède avec un claquement sec, comme un fouet. Les hommes crient des choses qu'on ne comprend pas. On entend surtout la peur. Rackham, capitaine de réputation, n'a pas le luxe de la panique, mais il semble cette nuit-là dépassé. Son équipage, dit-on, est en partie ivre, et l'ivresse face à une force déterminée n'est pas du courage, c'est de la confusion. Certains se cachent sous le pont, certains hésitent, certains cherchent à fuir, et sur le pont il reste ceux qui n'ont pas appris à reculer, ou qui ne peuvent pas se permettre d'être vus en train de reculer. Anne Bonny et Mary Read. Les récits les montrent comme les dernières à tenir, comme celles qui insultent les hommes, qui les traitent de lâches, qui tirent, qui frappent, qui refusent de se rendre. On peut sentir derrière cette image la main d'un auteur qui sait ce que le public veut. Deux femmes, seules, face à la lâcheté masculine. C'est une scène parfaite, trop parfaite. Et pourtant, même si la littérature a poli les angles, il reste une vérité brutale. Elles se battent, elles sont identifiées comme combattantes, et cela suffit à les rendre inoubliables. La capture, elle, est rapide. Pas une longue poursuite épique, pas une bataille de plusieurs jours. Quelques heures, peut-être moins. Un sloop pris, immobilisé, encerclé. Des hommes désarmés, des mains attachées. Des visages éclairés par des lanternes. Et ce pavillon noir, ce tissu qui devait faire trembler les autres, devient soudain un objet de preuve, un morceau de toile qu'on pourra montrer, qu'on pourra décrire, qu'on pourra associer à un nom dans un procès. On ramène les prisonniers vers la côte, et là, la mer change de nature. Elle n'est plus un espace de fuite. Elle devient un couloir vers la prison, vers le tribunal, vers la corde. Les pirates, habitués à regarder la terre comme une promesse de Rome et de femmes et de marché noir, la regardent maintenant comme un mur. La Jamaïque, avec ses collines vertes et ses plages, devient une forteresse. À Port-Royal, l'air est chargé de sel et de pourriture. Les quais sont bruyants, pleins de jurons, de rires, de marchandages. Mais pour ceux qu'on débarque enchaînés, tout cela est lointain, comme entendu à travers une porte. On les pousse, on les compte, on les enferme. Les prisons coloniales ne sont pas des lieux de rédemption. Ce sont des lieux d'attente, des lieux où l'on pourrit avant de mourir. Humidité, vermine, chaleur, odeur d'urine et de sueur. Les fers blessent la peau. Les plaies s'infectent. Et dans cette attente, il y a une autre torture, le bruit de la ville qui continue. Les charrettes, les pas, les voix. La vie qui se moque. Le procès se tient à Spanish Town, alors capitale administrative, loin du folklore des quais, dans un cadre où l'on veut donner à la pendaison une apparence de légalité. On ne pend pas seulement pour tuer, on pend pour enseigner, on pend pour rassurer, on pend pour que les planteurs dorment, on pend pour que les assureurs continuent à signer des contrats, on pend pour que l'Empire puisse dire « Regardez, nous gouvernons ». Le tribunal de l'amirauté, dans ces colonies, est une arme, il est conçu pour aller vite. Pas besoin d'un jury comme en Angleterre. Pas besoin de longues procédures. On juge la piraterie comme un crime contre l'ordre maritime, contre la couronne, contre le commerce. Les témoins sont souvent des marins capturés puis relâchés, des capitaines dépouillés, des hommes qui ont vu le pavillon noir et qui peuvent jurer qu'ils ont été menacés. On produit des objets, des armes, des marchandises volées, des papiers. On produit des noms. Et le nom de Rackham à ce moment-là est déjà chargé. Il y a une ironie cruelle. Rackham a cherché la reconnaissance, et la reconnaissance arrive sous forme de déposition. On prononce son surnom dans une salle où l'on ne rit pas. On décrit son navire, on décrit son équipage. On décrit ses prises, même petites, comme des attaques contre l'ordre du monde. Et plus on décrit, plus on fixe. Le pirate devient un personnage officiel, un personnage de dossier, un personnage de condamnation. La défense, quand elle existe, est maigre. Que dire? Qu'on n'était pas pirate.
Quand on a été pris en mer, armé, avec un équipage connu, dans une zone où l'on a déjà été signalé, qu'on a été forcé, par qui si l'on est capitaine? Qu'on a accepté un pardon? Même si c'est vrai à un moment, la rechute annule tout. La piraterie aux yeux des autorités n'est pas une erreur, c'est une identité. Et une identité, on la coupe nette. Rackham est condamné. La sentence est celle qu'on attend, la pendaison. Et la date, elle aussi, est nette. 18 novembre 1720. Une date qui, pour lui, n'est pas un point final littéraire. C'est une matinée, une chaleur, une corde, une foule. Le jour de l'exécution, la Jamaïque ne s'arrête pas. Elle se rassemble. Les pendaisons sont des spectacles. On y vient par curiosité, par peur, par désir de voir la justice en action. On y vient aussi parce que c'est gratuit, parce que c'est un événement, parce que la mort publique est une forme de théâtre moral. Les sermons accompagnent souvent la scène. On rappelle le péché, la repentance, la miséricorde divine, la justice du roi. On parle de l'âme, mais on montre le corps. Rackham monte au gibet comme un homme qui comprend trop tard que l'image ne protège pas. La corde, elle, ne connaît pas les surnoms. Elle ne connaît pas le calicot, les couleurs, les poses. Elle serre, elle coupe le souffle, elle fait taire. Et après la mort, il y a l'après-mort coloniale, plus froide encore, l'exposition. Dans le monde britannique de l'époque, on ne se contente pas de pendre certains criminels maritimes, on les gibette. On expose le corps, ou ce qu'il en reste dans une cage de fer, sur un point visible depuis la mer, pour que les marins qui entrent au port voient le prix du pavillon noir. Rackham, selon les récits, est ainsi montré à l'entrée de Port-Royal, sur un îlot ou un promontoire qui deviendra associé à son nom. Le corps devient panneau de signalisation. Le pirate devient balise. C'est une image d'une brutalité absolue. Le vent qui passe à travers les eaux, le sel qui ronge, les oiseaux qui tournent, et au loin les navires marchands qui continuent d'arriver, voiles gonflées, cales pleines, comme si la mort d'un homme était un simple entretien de la route. Anne Bonny et Mary Read, elles, ne montent pas au gibet ce jour-là, pas parce que la justice est tendre, parce qu'il existe une procédure, un vieux mécanisme juridique, à la fois cynique et paradoxalement protecteur, pleading the belly, plaider la grossesse, déclarer être enceinte. Dans le droit anglais, on peut surseoir à l'exécution d'une femme enceinte, non par compassion pour elle, mais par souci de ne pas tuer l'enfant à naître qui n'a pas été condamné. C'est une logique tordue, mais c'est une logique. Et elle ouvre une brèche. Les deux femmes l'utilisent. Elles obtiennent un sursis. Le tribunal les fait examiner. On discute. On reporte. Et pendant que Rackham devient un cadavre exposé, elles restent en prison, dans l'attente, dans l'humidité, dans l'odeur de pierre, mouillée et de fer rouillé. Mary Read ne sortira pas de cette attente. Elle meurt en détention, probablement de fièvre, au printemps 1721 selon les registres. Une mort sans panache, sans scène, sans foule. Une mort de prison coloniale, banale, sale, silencieuse. C'est peut-être la fin la plus honnête de toute cette histoire. Pas de drapeau, pas de sabre, pas de réplique brillante. Juste un corps qui lâche. Anne Bonny, elle, disparaît des archives avec une cruauté différente, celle du silence. On sait qu'elle a survécu au moins un temps. On sait qu'elle n'a pas été exécutée immédiatement. Et ensuite, les traces se brouillent. Les récits ultérieurs brodent, inventent, marient, rapatrient, transforment. Mais l'histoire documentée, elle, s'arrête comme une piste dans le sable après une pluie tropicale. Et ce silence, paradoxalement, nourrit encore plus la légende. Parce que ce qu'on ne peut pas clouer au registre, on le laisse flotter dans l'imaginaire. Et c'est là que le paradoxe devient presque insolent. Rackham, capitaine de second rang, capturé vite, exécuté sans gloire, devient pourtant un visage durable de la piraterie. Comment? Par la mécanique même qui l'a détruit, par la publicité de la répression, par le besoin de l'époque de raconter des histoires exemplaires, par la fascination pour ce qui sort de la norme. Le pavillon noir, surtout, continue de claquer dans les têtes bien après avoir cessé de claquer sur son mât. Ce drapeau qu'on associe à Rackham, un crâne au-dessus de deux lames croisées, souvent représentés comme des sabres, est un symbole d'une efficacité presque moderne, simple, lisible, graphique. Il dit la mort, mais il dit aussi la compétence. Les lames, ce n'est pas seulement la violence, c'est l'abordage, le combat rapproché. À la promesse que l'on viendra sur votre pont, et ce symbole-là, même si l'attribution exacte du dessin est discutée, même si la popularisation vient beaucoup de récits postérieurs, colle à Rackham comme une seconde peau, parce qu'il correspond à ce qu'il a voulu être, un pirate identifiable. Le Jolly Roger, dans l'imaginaire collectif, devient une marque, et les marques ont besoin d'un nom. Rackham, avec son surnom, avec son histoire courte, avec ses deux femmes pirates, offre un paquet narratif parfait
On peut le résumer en quelques phrases, on peut le dessiner, on peut le vendre, on peut le répéter. Les récits du début du XVIIIe siècle et surtout ceux qui suivent comprennent très vite que la piraterie est un produit culturel autant qu'un fait criminel. Les lecteurs de Londres, de Bristol, d'Amsterdam veulent frissonner sans se mouiller. Ils veulent des monstres à distance. Ils veulent des transgressions qu'on punit à la fin pour que la morale soit sauve. Ils veulent entendre parler de Rome, de sabres, de jurons, de femmes déguisées, de trésors, de trahisons. Et ils veulent surtout des images. Rackham fournit des images. La capture nocturne, l'équipage ivre, les deux femmes qui se battent, le capitaine pendu, le corps exposé. C'est une suite de tableaux, et ces tableaux, une fois imprimés, une fois racontés, deviennent plus solides que la réalité. La réalité, elle, est moins glorieuse. Un petit sloop, des prises modestes, une stratégie souvent opportuniste, une fin rapide. Mais la légende n'a pas besoin de grandeur. Elle a besoin de contraste, et le contraste est parfait. Un homme qui voulait être vu et qui finit exposé comme un avertissement, un pavillon censé faire peur, et qui devient un motif décoratif sur des gravures, une transgression sociale, deux femmes pirates, qui choquent assez pour traverser les siècles. Même la phrase attribuée à Anne Bonny, celle qui humilie Rackham après coup, participe à cette fabrication. Qu'elle ait été prononcée exactement ainsi ou non, elle fonctionne comme une épitaphe. Elle résume en une morsure ce que l'époque veut retenir. L'idée que Rackham n'a pas été à la hauteur de son propre théâtre, qu'il a joué au pirate plus qu'il ne l'a été, qu'il a confondu la pose et la survie. Et pourtant, il faut se méfier de la tentation de le réduire à un clown tragique. Parce que dans ce monde-là, même un petit pirate tue, vole, terrorise, même une prise sans gloire signifie des marins ligotés, des capitaines humiliés, des cargaisons perdues, des familles ruinées. La piraterie n'est pas un jeu de rôle. C'est une économie de la peur. Et Rackham, même sans être barbe noire, en est un rouage. Ce qui change après 1720, c'est la place de cette économie dans l'Atlantique britannique. La fenêtre se ferme. Les amnisties ont divisé les équipages. Les gouverneurs ont appris à frapper vite. Les patrouilles se sont densifiées. Les ports qui toléraient deviennent des pièges. Les réseaux de recel se font plus prudents. Les pirates survivants doivent soit se fondre dans la masse, soit partir plus loin, soit mourir. La piraterie ne disparaît pas, mais elle cesse d'être cette flambée quasi publique qui avait fait de Nassau un symbole, et dans cette fermeture, Rackham devient une sorte de borne, un repère de fin de cycle. Pas le plus grand, pas le plus riche, pas le plus redouté, mais celui dont l'histoire, par un hasard de symboles et de scandales, se prête le mieux à être retenu. On peut presque voir la scène finale comme une inversion du pavillon. Le drapeau noir, au départ, est un outil de bluff. On le hisse pour éviter de se battre, pour obtenir une reddition rapide, pour économiser la poudre et les hommes. Il promet la mort, mais il sert souvent à éviter le combat. Et la justice coloniale, elle, fait l'inverse. Elle promet la loi, mais elle met en scène la mort pour éviter que d'autres ne tentent leur chance. Elle hisse le corps de Rackham comme Rackham hissait son drapeau. Même logique, même théâtre, même message. Cédez, ou voilà ce qui vous attend. Le tissu claque au vent dans l'imaginaire, longtemps après que le mât a été abattu. Le crâne sourit sur des gravures. Les lames se croisent sur des pages imprimées, et quelque part, derrière ce symbole devenu universel, il y a un homme réel, avec des mains salées, des vêtements qui sentent le goudron, des décisions médiocres, des nuits d'alcool, des matins de peur, et une fin au soleil de la Jamaïque. La mer efface beaucoup de choses. Les traces de pas sur le pont, les noms gravés au couteau, les jurons lancés dans le vent, mais elle ne peut pas effacer ce que les hommes impriment, ce qu'ils racontent, ce qu'ils répètent. Rackham a perdu son dernier combat en quelques heures. Il a gagné, sans le vouloir, une place dans un panthéon de papier et d'encre, et c'est peut-être la plus grande ironie de la piraterie. On meurt vite, mais on peut devenir éternel pour de mauvaises raisons, simplement parce qu'un symbole, un scandale et une corde ont suffi à fabriquer une histoire que le monde n'a plus envie d'oublier.